Alors, oui, un point technique que je n'avais pas, que j'avais mis de côté, concernant l'utilisation de l'unicité pour l'exemple des premières fonctions propres pour un opérateur sous forme divergence. Donc, ce serait plus malin de mettre moins divergence, ça n'a pas d'importance. Donc, U strictement positif à l'intérieur, c'est uniformément elliptique, AIJ est supérieur à nu fois l'identité presque partout, AIJ, BI, bêta I, C appartiennent à l'infini, et nu strictement positif. Solution première fonction propre, lambda 1 est ce qu'il est, c'est un réel. Et pour l'unicité, j'en prends deux de ce type-là, et je considère W égale racine de UV. Donc si je note tout cet opérateur AU, eh bien, le calcul fait la semaine dernière est que AW est égal à un quart de mémoire de W fois AIJ DI de log de U sur V DJ de log de U sur V. Voilà, donc quelque chose qui est positif ou nul. Donc, quelle est la difficulté? La difficulté, c'est que U par le principe du maximum fort, l'aspect défini positif de la matrice AIJ, l'aspect uniforme elliptique de cet opérateur, U et V sont même d'ailleurs continus, c'est alpha. Racine de UV est certainement dans H1 loc, mais n'est pas dans H1 0. Donc U sur gamma égale 0 sur le bord. Oui, eh ben c'est pas dans H1,0 à cause des problèmes de racine carrée. Bien. Donc, ce n'est pas très clair. Si on savait que U et V, si on avait un principe du maximum très fort de Still-Hopf, donc de la régularité des coefficients, ça serait dans H1,0 parce qu'on saurait que U et V se comportent comme la distance au bord. Et donc, le tout se comporte comme distance au bord, donc il n'y aurait rien au bord. Mais autrement, c'est un peu délicat de comprendre pourquoi, si W est dans H1,0 ou pas. Et donc, l'intégration par partie avec la fonction 1, je disais là, non, on est en train de démontrer l'unicité, donc on ne peut pas supposer qu'on a unicité pour le problème dual. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour le problème dual, il existe une fonction propre, et je vais même la choisir. Donc, un moyen de justifier la preuve d'unicité, qui est donc juste un problème de régularité au bord, hein, la preuve de l'unicité. Donc, c'est un point de vue technique. Je vais vous donner une démonstration possible. Il y a peut-être plus simple, mais je n'ai pas imaginé quelque chose de plus simple. On va noter oméga epsilon, le domaine qui est obtenu en prenant tous les points à l'intérieur de oméga qui sont à une distance epsilon du bord. Donc oméga epsilon, c'est l'ensemble des x de oméga tel que la distance de x à d oméga soit plus grande que epsilon. Bon, donc si l'ouvert oméga est régulier, si epsilon est petit, oméga epsilon est régulier. Bon, enfin, on a tout ce qu'on veut. Et donc, l'argument de l'existence montre, puisque A étoile, c'est le même opérateur en remplaçant AIJ par AJI, en remplaçant BI par bêta I et bêta I par BI, par dualité. Et C ne touche rien. Donc, on sait que ce soit pour oméga ou pour oméga epsilon, on sait trouver une fonction psi epsilon que je peux toujours normaliser, par exemple, de norme L2 égale à 1.
qui soit égal à lambda 1 epsilon psi epsilon. Comme on le verra d'ailleurs un peu plus tard, lambda 1 epsilon décroît quand epsilon décroît vers 0. Quand on agrandit les domaines, les premières fonctions propres décroissent. Bon, ça, on le reverra. Ça converge vers lambda 1 parce que, quitte à extraire une sous-suite, il n'y a pas forcément unicité. On peut, psi epsilon va converger dans H1. Je ne refais pas tous les arguments qui sont des arguments énergétiques très simples. On a une borne L2 et on va récupérer la borne H1 et on a la convergence H1. Donc, à une sous-suite près, on a un psi epsilon n, et ça, je vais l'appeler epsilon pour simplifier, je ne vais pas garder epsilon n, qui converge dans H1. Dans H1,0 de oméga, parce que je peux prolonger les fonctions dans oméga epsilon par 0, qui convergent vers une fonction propre de A étoile psi égale lambda 1 psi. C'est automatiquement par simple intégration par partie, mais cette fois justifiée entre éléments de H1,0. C'est le même lambda 1, ça on le sait déjà. Donc, où psi est strictement positif. Psi est strictement positif. Voilà. Donc c'est avec ce psi-là que je vais travailler, et en fait avec ces psi epsilon prolongés par 0 que je vais travailler. Et là, les psi epsilon étant nuls près du bord, je peux faire l'intégration par partie sans problème. Okay, à ceci près que A étoile psi epsilon n'est pas égal à lambda 1 epsilon psi epsilon, que A1 étoile epsilon de psi epsilon, donc ça se demande un tout petit peu de justification, mais on est vraiment à l'intérieur, on a assez de régularité pour faire ça. C'est le saut de la dérivée normale, de la dérivée conormale sur le bord de oméga epsilon, et donc très précisément, cela fait moins AJ dj de psi epsilon fois ni. Donc ni, je ne mets pas de epsilon parce que les domaines sont emboîtés comme ceci. Quand je suis à distance epsilon, si le domaine est régulier, il y a un seul point de projection. Et sur ce point-là, la normale est la même. Donc quand epsilon bouge, ça ne bouge pas si on suit les normales. Donc ça fait la masse supportée par l'hypersurface gamma epsilon. C'est le saut de dérivée. Alors, le gamma epsilon est une surface régulière. Le dj, cette dérivée conormale existe parce qu'on a l'équation, donc la divergence de ce truc-là est dans L2, donc ça entraîne automatiquement que ceci est dans H-1,5. Je vous passe ces détails techniques qui ne posent aucun problème, et j'ai le droit de multiplier contre une fonction de H1, puisque la trace sur une hypersurface est dans H1,5, donc la dualité fonctionne. Donc ça, je vous passe tous ces détails pour qu'on comprenne la manière dont ça passe. L'autre observation que je veux faire, c'est que ceci a un signe. Ceci a un signe parce que psi epsilon vaut 0 sur le bord, donc de cette composante qui est ici, en fait, ça c'est vraiment AIJ, NI, NJ d psi epsilon sur dn. À nouveau, zéro problème de justification. Et que d psi epsilon sur dn, comme psi epsilon est strictement positif et que d psi epsilon sur dn vaut 0 ailleurs, puisque ça vaut 0. Donc, on saute de quelque chose bref, des psi epsilon passe de quelque chose de positif à quelque chose de 0, donc d epsilon sur dn est négatif. Donc, ce que je veux dire là, c'est que tout ça, toute cette quantité-là, en fait, est positive. Bon, il va falloir l'estimer, mais le signe aura un sens pour faire une majoration. Donc maintenant, si j'ai le droit de... Je n'ai plus aucun souci, puisque c'est nul près du bord et que j'ai quelque chose qui est dans H1 log, W appartient à H1 log, sans aucun problème. J'ai là maintenant le droit de faire toutes les intégrations par partie que je veux. Et donc, je multiplie cette équation par psi epsilon. Je récupère d'un côté un quart de l'intégrale de W gradient
log de U sur V. Ah, pas gradient, flûte. AJ, DI, gradient de log de U sur V. Des J de gradient de log de U sur V. Fois psi epsilon. La convergence est forte dans H1,0, mais toujours à cause des résultats de régularité, elle est aussi uniforme. Hein. C'est une convergence uniforme dans oméga bar, même dans des espaces de Hölder. À cause des estimations de régularité de Hölder pour les équations elliptiques sous forme de divergence. Donc un quart de ceci est égal à quoi? Est égal, donc maintenant, je fais W A étoile psi epsilon, et donc ça me fait deux termes, c'est lambda 1 epsilon moins lambda 1, l'intégrale de W psi epsilon. Ça, c'est parce que je n'ai pas exactement... Oui, j'ai oublié ici le plus égal le plus lambda 1 W. Une paille. Donc là, ça va être la différence lambda 1 epsilon moins lambda 1, l'intégrale de W epsilon, parce que ce n'est pas exactement la même constante. Et puis j'ai ce terme supplémentaire, donc, qui est l'intégrale sur gamma epsilon, c'est la définition même de cette masse de surface, qui est de moins AIJ, je vais laisser dj psi epsilon n. Alors, que je vérifie les signes. En fait, les signes n'ont rigoureusement aucune espèce d'importance, parce que ce que je veux montrer, c'est que tout ça, c'est envers 0. Mais autant être correct. Donc, je fais la première intégration par partie. Là, il n'y a pas de souci, puisque psi epsilon vaut 0. Je suis à la forme quadratique, je fais la deuxième intégration par partie, et donc ça fait, avec le signe plus. Bien, alors, donc, ouais. Bon, à nouveau, je le répète, et fois W. Pardon. Alors, ce que je veux démontrer, c'est que ceci tend vers 0. Si je n'étais pas embêté par ces histoires de H1,0, ici, j'aurais psi, et ici, j'aurais 0. Donc, si ma régularisation fonctionne, c'est parce que les deux trucs tendent vers 0. Celui-là, bah, ça tend vers 0. Psi epsilon converge, W est dans L infini. Hein, on sait que les solutions U et V sont automatiquement dans H1,0, mais elles sont aussi dans C de oméga bar, toujours régularité des équations elliptiques. Donc ça, c'est largement borné. Donc déjà, tout ce terme-là tend vers 0. Ce terme-là, qui en fait est négatif, mais ça, on s'en fout, ce terme-là qui est négatif, je vais le majorer brutalement par quoi? Eh bien, ce terme-là, je vais le majorer par l'intégrale sur gamma epsilon de moins AIJ dj psi epsilon ni, parce que j'ai déjà dit que ça avait un signe. Donc ça, et puis je majore par le sup de W sur gamma epsilon. Bien. Donc j'ai un truc qui tend vers 0. Et le sup sur W sur gamma epsilon, c'est le sup à distance epsilon du bord. Ben, ça tend vers 0 puisque les W sont continus, sont uniformément continus, et qu'on est à distance epsilon d'un point où W vaut 0. Donc ce terme-là tend vers 0. Donc la seule chose qu'il suffit de vérifier, c'est pourquoi ça c'est borné. Si ça c'est borné, on aura complètement terminé la démonstration. Vous me direz, oui, mais il y a encore du epsilon là, et ça, on ne sait pas si c'est intégrable, il y a des logs, etc. près du bord. Vous vous servez, si ça tend vers 0, vous vous servez de Fatou. Vous avez une convergence ponctuelle, ou vous restreignez à un sous-domaine, puisque tout est positif là-dedans. Donc, ça sera fini si je démontre que ceci est borné. Et vous voyez que modulo le petit point technique d'un peu régularisé, l'idée est claire, c'est vraiment la racine carrée de UV et je teste par dualité. Bon, alors, ça sera plus simple dans RN en fait, mais il faudra faire un peu attention à la contribution des queues d'intégrale dans RN. Il y aura ce petit travail technique, mais la stratégie de démonstration
avec racine carrée du produit de deux solutions, est extrêmement performante. Alors, je conclus avec l'intégrale sur gamma epsilon. On reconnaît exactement ce qu'on obtient quand on intègre par partie, quand on intègre l'opérateur A étoile psi epsilon. Ça fait exactement ça. Oui, alors ça dépend comment je les ai notés. Bon, A étoile, ouais, je ne l'ai pas vraiment noté, donc... Mais c'est pour la même raison. Au lieu d'intégrer contre W, j'intègre contre 1. Donc, je ne sais, avec les I et J, peut-être qu'il faut les échanger, puisque pour le problème dual, c'est AJI. Mais bon, c'est un détail, et c'est évidemment le bon. C'est celui du A étoile. Ce qui correspond à A étoile. Donc après, ouais, je pense que c'est bon, parce que normalement, c'est AJ DJ pour l'équation primale et AJDI pour l'équation duale. Donc ça doit être même à peu près correct, mais ça ne joue aucun rôle. Alors, c'est A étoile, mais évidemment, il manque des morceaux. Il manque moins C intégrale de psi epsilon, qui est trivialement borné, moins BI, d'ailleurs, c'est pas ça, c'est moins bêta I DI psi epsilon, ça c'est dans L infini, et ça c'est borné dans L2. Donc l'intégrale sera bornée, et puis j'ai quand même un autre terme qui est plus ou moins, donc j'imagine que c'est... Alors, A étoile, il vient avec un moins, donc il faut un plus, puisque je retranche A étoile, plus divergence de BI psi epsilon. Bon, celui-là, je peux l'intégrer et vaut 0, puisque psi epsilon vaut 0 sur le bord de epsilon, le bord de oméga epsilon. Et ça, A étoile epsilon, c'est égal à lambda 1 psi epsilon, et donc évidemment l'intégrale est bornée. Donc toute cette intégrale est bornée, à cause de l'équation, hein, c'est tout. Donc voilà un argument pas un peu technique, mais pas très mais simple, qui permet de comprendre que j'ai bien le droit de faire l'intégration par partie. Bon, cela dit, ça ne choque personne, hein, on se doutait bien que ça marche trop bien pour que ce ne soit pas justifiable. Donc, j'arrête là ce petit point technique. C'était juste pour vous montrer qu'effectivement, la racine carrée présente une singularité, donc il faut faire un tout petit peu attention à cette singularité. Mais l'énorme avantage de racine carrée de UV, c'est que ça nous donne un terme positif qui devient, du coup, rend l'unicité à une constante multiplicative près très, très, très simple. Bon, alors, j'avais commencé à parler de méthodes pour créer des premières fonctions propres approchées. J'avais commencé à parler de différentes méthodes, parler de méthodes d'approximation. On a déjà vu régularisation des coefficients, j'en ai déjà dit un mot, j'en dis pas plus. On saura toujours qu'on peut toujours régulariser les coefficients et essayer de passer à la limite. Je vais parler maintenant un peu de troncature de domaine. Troncature de domaine et de problèmes donc dans RD, dans l'espace tout entier, et en menant de front la troncature et puis les aspects variationnels. Donc, pour avancer un peu, alors, donc, illustration de la troncature géométrique. C'est pas un très bon mot. Et
voilà, bon. Alors, quelle équation je vais m'intéresser? Fondamentalement, je vais m'intéresser à une équation sur RD. Fondamentalement, je m'intéresse aux opérateurs comme AU. Le même. Mais je vais me mettre dans une situation où il y a un potentiel de confinement. Le potentiel, c'est quoi? C'est le petit c. Et donc, je suis dans une position où c tend vers plus l'infini quand x tend vers l'infini. Donc, d'une certaine manière, j'ai remplacé des conditions aux limites de Dirichlet qui, évidemment, confinent en dur, un mot à la mode en ce moment, confinent en dur puisqu'on est dans un domaine, et on le remplace par un confinement un peu plus mou, où on a le droit de sortir, mais pas trop tard. Ça devient de plus en plus cher si on sort tard. Alors, ou si on s'éloigne beaucoup. Donc ce potentiel de confinement est... bon. Alors, je vais traiter l'exemple pour qu'on voit bien la différence de moins laplacien U plus, au sens de moins B gradient U, excuse-moi, je change de signe une fois encore, plus CU. Je vais prendre ça pour AU. En fait, tout s'adapte à un A général. C'est même pas s'adapte, c'est la copie. S'adapte trivialement à un A général, mais attention, ça sera un peu différent du cas où A n'est pas sous forme divergence. Alors, ça sera différent, sauf si les AIJ sont lipschitziens. Si les AIJ sont lipschitziens, on est ramené au cas précédent en rentrant le AIJ à l'intérieur. OK? Ça rajoute un terme à l'infini au gradient et on aura de la marge. Mais si les AIJ sont simplement dans BUC de RD, bon, ben, j'en parlerai, mais il va falloir on va être obligé de ne plus travailler dans les mêmes espaces. Donc ça, je mets ça de côté. Mais un opérateur sous forme divergence, il y a zéro problème. Donc attention là. AIJ, c'est 0,1. Et OK. Car on est ramené au cas précédent. Et puis après la rentrée, on commencera à regarder si les potentiels ne sont pas confinants. Et là, c'est là où on verra toute une zoologie de phénomènes dont certains relèvent de l'ergodicité. Enfin, on verra plein de phénomènes qui sont spécifiques à RD. Et donc, d'une certaine manière, la partie abstraite me sert surtout à dire que systématiquement, de temps en temps, je rappellerai, tiens, pour K0, on peut prendre ça. On prend 1, on choisit une fonction, et puis pof, et pof, ça crée des presque fonctions propres. Si on justifie la compacité croissante, on n'a plus qu'à essayer de passer à la limite dans des presque fonctions propres. Donc, ce ne sera pas la question d'appliquer un théorème abstrait quelconque, on a l'approche qui systématiquement fournit des approches qui systématiquement fournissent, et donc on n'aura qu'une seule question à regarder, c'est qu'est-ce qui se passe
Est-ce que le lambda 1 est fini? Est-ce que la compacité croissante est correcte dans l'espace que l'on regarde? Et puis l'analyse, faisable ou pas, suivant qu'il y a une fonction propre ou pas, du passage à la limite. Donc on garde ça en tête. Tout le reste, c'est déjà géré. Dans ces cas-là, parce que je pense à l'exemple, le sous-exemple de ce cas particulier, c'est moins laplacien plus CU, c'est-à-dire un opérateur, comme on dit, de Schrödinger, enfin qui ne reste plus grand-chose de l'équation de Schrödinger quand on écrit ça, avec un potentiel qui est C. Et là, on a un vrai potentiel de confinement, au sens physique du terme. Dans ce cas-là, on sait que dans cet exemple, peut-être je vais le remarque plutôt qu'exemple. Si je regarde moins Laplacien U plus CU égale lambda 1U, bon, vous voyez d'ailleurs que le C, je peux le... comme de toute façon, je cherche lambda U, je peux rajouter des constantes à C, je peux rajouter des... Et je rajoute la même constante à lambda 1, donc je peux toujours normaliser les choses pour que l'inf essentiel de C soit égal à 0. C'est une normalisation. Donc le C, il est positif ou nul, quoi. Bon, ça n'a rigoureusement aucune importance de ce que je veux dire. Le C, je vais, pour être un tout petit peu précis, je vais dire qu'il est dans l'infini loc. On peut généraliser. Typiquement, il faut qu'il soit dans L sur 2 loc. Bon. Je ne vais pas vous assommer avec de la technique en se servant des injections de Sobolev et tout, mais on s'en fout. Généralisation triviale à des espaces un peu plus sophistiqués. Quand on est dans L infini loc, qu'est-ce que ça veut dire que C tend vers l'infini à l'infini? Donc une manière, il faut être un peu précis là-dessus. Alors il y a une formulation que j'aime bien. On peut dire l'inf essentiel sur le complémentaire des boules tend vers l'infini. C'est une formulation forte. Mais il y a une formulation que j'aime bien qui consiste à dire que la mesure des C supérieure à delta est finie, quel que soit delta. Alors ça permet d'avoir des choses qui ne tendent pas vraiment l'infini à l'infini au sens usuel du terme, puisque sur des ensembles de mesures très très fins, ça peut ne pas tendre vers l'infini. Du style un truc comme ça, là. Si ça s'écrase, et là je mets 0 à l'intérieur, si ça s'écrase en plus vite qu'en 1 sur x, la mesure de cet ensemble est finie. OK? Pardon? Non. Attends, c'est la mesure de C supérieure à delta. Attends. Oui, c'est plus petit que delta. Oui. Oui, je veux exclure 0, donc voilà. Tu as tout à fait raison, merci. Donc si je mets 0 là, vous voyez que, et je prends l'inf essentiel sur le complémentaire des boules, l'inf essentiel est toujours 0. Donc l'hypothèse inf essentielle, elle ne marche pas, celle-là, elle marche. Bon. Donc c'est une manière de formuler dans l'infini des choses un peu plus simples, un peu plus générales que sur les inf essentielles. Bon, c'est vraiment du détail.
Alors, mais si ça ne vous plaît pas, pensez... parce que le fait que ça entraîne que l'espace d'énergie est compact dans L2, c'est pas si bien connu que ça. Donc, sinon, pensez simplement l'inf essentiel de C sur le complémentaire d'une boule de rayon R tend vers l'infini quand R tend vers l'infini. Ça aussi, ça a du sens dans l'infini. Alors, dans cet exemple que je traite, on sait que une bonne tentative, que la bonne tentative, c'est tout ce que l'on apprend sur les opérateurs auto-adjoints. La première valeur propre, c'est celle qui minimise le quotient de Rayleigh ou la forme quadratique associée sur la sphère de L2. En d'autres termes, on s'attend à ce que lambda 1, s'il existe, s'il y a une fonction propre associée à ça, mais en tout cas, on s'attend à ce que le point le plus bas du spectre soit donné par lambda 1 égale l'intégrale sur 1 sur RD de gradient U carré plus CU2 avec intégrale de U2 égale à 1. Bon. Et donc, et on sait qu'il existe un unique minimum. Bon, alors l'unicité, je n'en parle pas. Hein, pour l'instant, je m'intéresse aux questions d'existence, mais on le sait, si C tend vers l'infini, à l'infini. La raison, c'est que si l'intégrale de U2 est égale à 1, enfin, ou inférieure à quelque chose, clairement, on sait que la norme H1 est majorée par une constante, et on sait que l'intégrale de CU2, enfin, si je regarde des fonctions telles que l'intégrale de CU2 soit majorée par une constante et que la norme H1 soit mesurée et soit inférieure à C0, donc typiquement, dès que je prends un ensemble de niveaux, l'énergie inférieure ou égale à quelque chose, eh bien ça, c'est compact dans L2. Et donc, on est dans une situation où on est pratiquement comme de l'optimisation dans RD où ça tend vers l'infini à l'infini. Et donc, il existe un minimum. Point. Alors, cette compacité, elle est triviale si C tend vers l'infini au sens de l'inf essentiel. Pourquoi? Parce que l'intégrale de CU2 inférieure à C0, ça entraîne que l'inf essentiel sur BR complémentaire, oui, l'inf essentiel de C sur BR complémentaire fois l'intégrale de U carré sur BR complémentaire est majorée par C0. Ça tend vers l'infini, donc ça veut dire que l'on contrôle uniformément par rapport à tous les U dans cet ensemble les queues d'intégrale L2. Et l'injection H1 dans L2 est compacte localement. Donc si j'ai l'hypothèse forte avec l'inf essentiel de C sur les boules complémentaires tend vers l'infini, c'est une trivialité, c'est bien connu, et on sait qu'il existe un minimum. Après, il y a des techniques directes pour démontrer l'unicité. Dans le cas variationnel, je vous en avais vaguement parlé. Bon, ça reste vrai avec l'hypothèse qui est là. Bon, c'est un peu moins classique. C'est un peu moins classique et il faut simplement découper les intégrales un tout petit peu plus. Alors, ouais, delta, c'était pas un très très bon choix, mais bon, c'est pas grave. En fait, delta, il n'est pas petit, il est grand. Mais ça, c'est pas. On va le voir ici. Donc, quand même, ça m'embête de. Donc, je vais mettre quel que soit K fini, positif. La mesure de C est positive, donc je n'ai pas besoin de valeur absolue, inférieure à K est finie.
Donc je veux contrôler ce qui se passe sur le complémentaire d'une boule et je veux être sûr que ça c'est uniformément petit, uniformément dans l'ensemble des tels U. Bon, ben, je vais décomposer ça en deux morceaux. L'intégrale de BR C intersectée avec la mesure de C inférieure à K, alors avec l'ensemble où C est inférieur à K, U2. Et puis le reste que je peux simplement majorer par 1 sur K intégrale de U2 partout, et donc c'est-à-dire qui est borné, donc ça se majore par du C sur K. 1 sur K, non, je ne sais pas pourquoi je le dis. Oui, si, c'est 1 sur K, parce que c'est fois l'intégrale de CU carré. Parce que là où C est plus grand que K, évidemment, j'ai cette majoration. OK. Le premier terme, l'intégrale de U2 sur BR complémentaire. Donc ça, pour K grand, je peux le rendre aussi petit que je veux. Maintenant, je fixe K et je vais vérifier que le reste tend vers 0 peut être contrôlé. Donc BR complémentaire intérieur intersecté à C inférieur à K. Donc maintenant, K est fixé. Ça, par quoi je vais le majorer? Eh bien, je vais me servir des injections de Sobolev, et donc je majore ceci par U dans L2D sur D-2, donc à la puissance D-2 sur D. Et la mesure de BR complémentaire intersecté C plus petit que K à la puissance complémentaire, parce que là c'était un carré, et donc à quelques erreurs de calcul près, c'est du 2 sur D. Donc en fait, j'ai fait Sobolev avec U carré et la fonction. J'ai fait Hölder avec U carré et la fonction indicatrice à la puissance. Donc U carré, je le prends à la puissance D sur D-2. L'autre, c'est D sur 2. Et donc ça, c'est Hölder. Il n'y a pas de Sobolev pour l'instant. Hölder. Ça se majore par C0, par Sobolev et le fait, les inégalités de Sobolev, et le fait que j'ai supposé que la norme H1 était majorée. Et il me reste la mesure, donc ça ne dépend plus de U, la mesure de BR complémentaire intersectée avec l'ensemble où C est plus petit que K. Ça, c'est un truc de mesure finie. Et non seulement c'est de mesure finie, mais parce que c'est de mesure finie et que ça décroît vers l'ensemble vide, sa mesure tend vers 0. OK? Donc ça tend vers 0. Donc voilà un petit lemme démontré. Moi, je m'en suis servi quelques fois dans ma vie, mais j'imagine que c'est le genre de truc qui est un peu dans le folklore et qui doit se trouver dans des tonnes d'articles sans que... enfin, j'en sais rien. Bref, voilà la démonstration. On a l'habitude de dire si le potentiel tend vers l'infini, à l'infini, on a la compacité. En fait, c'est un peu plus faible que ça. C'est en ce sens-là. Bien. Donc ça, c'est un point technique, mais donc le potentiel de confinement, grâce à la structure variationnelle et de la compacité, on a en fait de la compacité. Le confinement crée de la compacité. Donc si vous voulez, par rapport à Krein-Rootman, on a l'approche variationnelle dans ce cas très particulier qui s'effondre bien sûr dès qu'on met un B. On a de la compacité, donc ça c'est plutôt bon pour les approches à la Krein-Rootman. En tout cas, là, on a vu la compacité des suites minimisantes, la compacité des zones de niveau d'énergie. OK. Donc, on sent bien que ça doit être quand même lié à la compacité de l'opérateur, et ça l'est, parce que c'est un opérateur auto-adjoint, donc l'énergie contrôle la compacité des résolvantes. Bon. En revanche, on est dans l'espace tout-entier, donc les histoires d'intérieur, ça s'effondre complètement. On a envie de travailler dans L2, puisque c'est auto-adjoint, et donc les histoires d'intérieur dans RD, ça ne marche pas du tout. Donc, ce que l'on apprend de ça, c'est qu'il y a de la compacité. Je résume. Donc, il y a l'existence et tout ce qu'il faut. Il y a aussi l'unicité, mais on verra plus général.
et que le bon espace ou un bon espace dans lequel chercher les fonctions propres, c'est L2. Là, c'est auto-adjoint, donc la fonction propre du problème adjoint, c'est la même. Lorsqu'on est un A, vous savez que bon, les B, normalement, si je mets les B et les bêta, ça les échange. Et comme c'est à peu près le même opérateur, et qu'on a envie de multiplier l'un par l'autre, le choix de L2 est naturel. Hein, les opérateurs sont les mêmes, primal et dual. Donc, trouver une première fonction propre pour l'opérateur primal, c'est aussi trouver une première fonction propre pour l'opérateur dual. Donc, le choix de prendre le même espace, un espace qui soit invariant par dualité, c'est-à-dire L2, est très raisonnable. Ça ne veut pas dire que c'est le seul choix. On verra. Et on essaiera de comprendre dans quelle situation on doit sortir de L2. Quand on n'est pas sous forme divergence, l'énergie, on est tellement loin de quelque chose qui est auto-adjoint que l'énergie, l'aspect L2, n'a plus aucun sens. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas une frontière déterminée qui nous dit avant c'est L2, après il faut explorer. On a même le droit d'explorer pour ce que je vais raconter. Donc dans le cas auto-adjoint, ça serait quand même un peu bêta, mais enfin bon. Pas tant que ça, puisqu'on verra qu'il y a des choses étranges qui se passent lorsqu'on n'a pas de potentiel de confinement et qu'on a des vecteurs propres généralisés dans des espaces différents suivant où on est. Donc, même dans le cas auto-adjoint, on va apprendre des petites choses. Même dans un cas donc ultra classique. Qui avait été observé pour des potentiels très très particuliers, style le potentiel de Coulomb. Et c'est des tiens qu'on est pile sur le bord du spectre. Il n'y a plus un état propre dans L2, c'est pas possible, mais il y en a un dans un espace de Bepo-Lévy, enfin un truc qui serait dans L6, dans RD, c'est-à-dire il décroît beaucoup moins vite. Mais en fait, ça c'est général, c'est pas du tout lié au potentiel de Coulomb. On le verra après les vacances. Donc ça nous dit un peu comment s'y prendre. Alors pour varier un peu les plaisirs, je vais parler de la troncature géométrique, c'est-à-dire que je remplace RD par une boule de rayon R, G par Krein-Rootman qu'on peut appliquer dans ce cas-là dans H10 parce qu'on est dans un cas avec régularité et que j'ai pris le Laplacien, donc là je me simplifie la tâche. Moins B gradient UR, oui je vais essayer ça, je vais mettre les moins B parce que la dynamique stochastique qui correspond à ça, c'est x point égale B. D'ailleurs, dans un instant, je serai amené à parler d'interprétation probabiliste de la chose. Et donc, je vais mettre un 1,5 pour ne pas me traîner des racines de 2 dans le brownien. Donc, moins B gradient UR plus CUR égale lambda 1R UR dans BR. UR strictement positif dans BR. UR égale à 0 sur le bord de DBR. J'ai normalisé C pour que ce soit positif, pour que l'inf soit 0, C étant positif, on sait que lambda 1R est strictement positif. UR égale à 0 sur le bord, ça c'est parce que C est positif ou nul. Quoi d'autre ah oui, normaliser UR dans L2. Voilà. Et je veux récupérer quelque chose quand R tend vers l'infini. Bon. Je vais faire une hypothèse sur B, qui n'est pas méchante. Je vais supposer que B de x est toujours à croissance au plus linéaire. Alors, quand on commence à prendre des B surlinéaires, bon, il y a toute une zoologie qui peut arriver.
et je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça, c'est par derrière, il y a l'idée que, disons, si B est localement lipschitien, ce que je ne vais pas forcément supposer. Si B est localement lipschitien, si vous regardez l'équation différentielle ordinaire associée ou l'équation différentielle stochastique associée, il n'y a pas d'explosion. Comme ici, il y a un Laplacien, ça veut dire que vous avez un brownien, l'équation différentielle stochastique associée admet une solution forte, il n'y a pas d'explosion. Et la solution forte, même sans localement lipschitien, c'est un peu plus cher, c'est Zwontkin, mais enfin bon, c'est des choses connues sur les EDS. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à dire là-dessus? Non. Non. Alors, la première remarque que je veux faire, c'est que lambda 1R est décroissant si R croît. C'est même strictement décroissant, mais on s'en fout. Comme c'est positif, ça admet une limite. Donc là, automatiquement, on sait que c'est borné. On sait que ça converge, puisqu'ils sont positifs ou nuls. En fait, c'est même... la limite sera strictement positive. J'appelle le lambda 1 la limite. C'est simplement une notation pour l'instant. Le fait que ça soit lié à une fonction propre de l'équation dans l'espace tout entier, j'en sais rien. Alors pourquoi c'est vrai ça? Je vais vous faire la version courte et puis une version... et j'en profiterai d'ailleurs au passage pour parler de l'interprétation stochastique de la première valeur propre. Pas fonction propre, mais valeur propre. Il y a aussi une interprétation stochastique des premières fonctions propres, mais c'est plus compliqué. Donc je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Bon, l'idée est relativement simple. Si A étant l'opérateur et que vous regardez R' plus grand que R, AUR' est égal à lambda 1 R' UR' dans la boule la plus petite, dans BR, et j'ai UR' qui est strictement positif sur le bord de la boule de rayon R. D'accord? Et ça entraîne qu'on est avant la première valeur propre sur la boule, parce que j'ai une sursolution. Alors, je vais dire à un moment, mais on a l'habitude que ce soit une autre sursolution qui serve. Bon, on va y venir. Donc, entraîne lambda 1 R' inférieur ou égal, strictement inférieur à lambda 1R. On dirait, mais ce n'est pas vraiment stricto sensu une sursolution. Parce que d'habitude, on avait ici, disons, plus 1, ou plus un F strictement positif. Alors, comment on peut le générer, ce truc-là? Ben, on peut le générer en disant que UR' est donc supérieur à quelque chose que je vais appeler delta, strictement positif sur le bord de rayon R. Et donc, maintenant, U tilde R' et qui est UR' moins delta est supérieur ou égal à 0 sur le bord de BR. Donc, ça sera au-dessus des solutions que j'aurais envie de construire à l'intérieur, qui s'annulent au bord. Et qu'est-ce que ça vérifie comme équation? Ben, ça vérifie que A U tilde R' est égal à lambda UR', pas sur DBR, sur BR tout entier. Donc, A U tilde R', c'est lambda 1 R' U tilde R', plus lambda 1 R' delta. Donc ça, c'est mon F. Et donc, vous voyez bien que vous avez une sursolution pour le problème dans la boule de rayon R. Bon, alors, c'est supérieur ou égal à 0 sur le bord, ce n'est pas exactement une solution, mais ça n'en est pas loin. En tout cas, c'est à nouveau... itération croissante, si maintenant c'est au-dessus de la solution de ceci qui donc existe, parce qu'elle est bloquée par cette sursolution, avec 0 au bord. Pardon? Attends, je n'ai pas compris.
Ça, c'est l'équation de util d'R', c'est lambda 1 R'. Ça, c'est l'équation, là j'ai juste réécrit, j'ai rajouté moins et plus delta. Donc ça, c'est l'équation à lieu. À gauche, tu as mis utile aussi. Hein? À gauche, tu as mis utile aussi. À gauche A, utile. Oui. Et du coup, implicitement, tu as fait moins delta. Ah, tu veux dire, il y a le C. Ah, il y a le C, oui. Oui, c'est vrai, oui, je n'avais pas pensé au C. Bon, enfin, c'est pas très... mais normalement, il devrait avoir le bon signe, mais c'est utile d'R'. Non, ça fait un moins C delta, non? C'est pas si terrible que ça. Bon, écoutez, je vais vous montrer un argument légèrement différent, mais pourtant, donc c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est moins C delta, ouais, si ça semble être ça. Donc ça ne montre la décroissance que si C je ne me sers pas du signe de lambda 1. Donc, si, je m'en sers ici. J'allais dire si C est négatif et lambda 1 positif. On peut toujours se ramener à ce cas-là, mais c'est pénible. Donc, je vais pas. Ça montre la décroissance. Cet argument simple montre la décroissance. Ça, c'est vrai. Et cet argument simple montre la décroissance, en tout cas dans le cas où C est égal à 0. OK. La raison pour laquelle, mais ceci est vrai. Hein. Ceci est absolument vrai. Donc, parce que vous avez une vraie sursolution. Vous avez une équation exacte et j'ai essayé de vous ramener à une autre équation, donc il faut travailler un peu autrement. Et le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, une petite remarque pour qu'on comprenne bien pourquoi c'est automatiquement décroissant. Je vais faire une autre démonstration qui n'est pas inintéressante. Donc, on a vu que on prend AU et on rajoute 1 plus lambda U dans oméga. Hein, oubliez les R, et puis on lira la décroissance par rapport à R. Alors, ça, et ça peut se justifier toujours par approximation, la solution qui existe si lambda est plus petit que lambda 1, avec U sur gamma égale à 0, est donnée par la formule probabiliste suivante, qui est l'espérance de quoi? De l'intégrale de 0 au temps de sortie, qui dépend de petit x, puisqu'on part du point x. Je n'écris pas pour alléger les notations. Le coût, c'est quoi? Le lambda U, je vais l'absorber par Feynman-Katz. Le coût, c'est 1. Donc, la seule chose que j'ai ici, c'est exponentielle de lambda t moins intégrale de 0 à t de c de xs ds. OK? Le tout dt. Donc, si c est égal à 0, vous voyez qu'on ait des formules plus simples à comprendre. Ça, c'est Feynman-Katz avec le potentiel. Donc, c'est dans la mesure tuée par Feynman-Katz. Ce que vous avez, lorsque c égale à 0, c'est simplement l'espérance de e puissance lambda tau moins 1 sur lambda. Donc, le moins 1 sur lambda, c'est pour rendre les choses nulles au bord. Hein. Et tau, qu'est-ce que c'est? C'est le premier temps d'atteinte du bord en partant de l'intérieur. Donc, c'est l'inf dt tel que xt appartiennent à gamma, où on a dxt égale dwt, un brownien, plus b de xt dt. Donc j'ai dit que b est inférieur à c fois 1 plus x, ça c'est presque partout, et b est dans l'infini log. Alors ça suffit à définir, même y compris de manière forte,
Mais cette équation différentielle stochastique, ce qui est faux, c'est qu'il n'y a pas de brownien, hein, donc c'est un résultat fin, hein, ceci. Et c'est un résultat qui est dû à Zvonkhin. L'existence en loi est triviale, ne serait-ce que par les EDP. Bon, et ça, de manière générale, avec des coefficients continus, c'est dans, par exemple, Stokes-Varadhan. Unicité existence en loi, il n'y a pas de souci. L'existence d'une solution forte, dont je n'ai pas besoin puisque je manipule des espérances, c'est aussi vrai. Mais bon, juste un amusement technique. Donc, avec une pondération par le potentiel, lambda 1, c'est quoi? C'est la plus grande constante, c'est le plus grand taux exponentiel de sortie. Ça, c'est un taux exponentiel de sortie parce que le résultat est fini. Donc, ou l'inverse d'un taux exponentiel, vous voyez ce que je veux dire. L'espérance de la puissance lambda taux est finie. Mais ce n'est pas vrai pour tout lambda. Et ça s'arrête pile à lambda 1. Donc, c'est le plus grand, pour simplifier, je vais dire que c'est le plus grand taux exponentiel de sortie. Le fait qu'il y ait monotonie de ces objets-là, que ce soit ceci ou cela par rapport au domaine, c'est simplement de dire que si oméga est contenu dans oméga prime, le temps d'atteinte du bord de oméga, il est plus court que le temps d'atteinte du domaine oméga prime. Parce qu'on a des trajectoires continues, donc si on touche le bord de oméga prime, avant, on a touché le bord de oméga. Donc voilà pourquoi on a la monotonie de lambda 1, décroissance de lambda 1 par rapport à un domaine. Donc c'est quelque chose qui est complètement transparent dans l'interprétation probabiliste. Ces quantités-là, si elles sont restées finies sur oméga prime, elles sont automatiquement finies sur oméga. Puisque c'est dominé. Et donc, ça veut bien dire que le lambda 1 diminue. Bien. Donc, voilà un argument imparable et en plus qui donne l'interprétation, on va garder ça en tête, cette interprétation probabiliste. Alors, plus tard, on comparera avec l'ergodicité. Donc, si on a des opérateurs avec principe maximum linéaire, on a un processus de Markov derrière. Donc l'aspect trajectoriel, il peut nous éclairer sur ce qui se passe sur les premières valeurs propres et les premières fonctions propres. Donc on garde ça en tête, c'est la première fois que j'en parle, mais ce n'est pas la dernière. Je reviens en arrière. Donc ça, c'est un fait absolument général qui n'a rien à voir, qui est automatique dès qu'on fait des troncatures. Pour l'instant, dans les opérateurs dont je parle, je ne mets pas d'opérateur de saut. J'aurais pu mettre des opérateurs de saut, mais je ne veux pas mélanger toutes les difficultés techniques. Ça va en rajouter, mais ça ne change pas grand-chose si on prend des opérateurs de saut gentils. Après, sur les opérateurs de saut pas gentils, il y a déjà des questions en amont à régler sur l'existence et l'unicité. Mais ça, c'est des choses dont je ne parlerai pas, en tout cas cette année. Alors, donc tous les opérateurs de saut que je prendrai seront des opérateurs gentiment bornés, avec des mesures bornées de saut. Je reviens donc à cette démonstration. Décroissance, toujours gagnée, ça converge vers un truc que j'appelle lambda 1. UR, borné dans L2. Bien. Borné dans L2, il est normalisé dans L2. Alors, si B était borné, ça serait très facile. Si B était borné, ça serait très facile parce que on pourrait facilement de la borne L2 déduire une borne de U dans H1. Bon. Mais
je n'ai pas supposé que B était borné, j'ai supposé que B croissait au plus linéairement. D'ailleurs, au passage, je pense que ce cas-là n'a jamais été étudié dans la littérature, à cause précisément de cette difficulté. Si B est borné, il n'y a pas de problème. Je ne connais d'ailleurs pas les hypothèses optimales que l'on peut faire sur B. J'ai tout un tas de méthodes qui permettent de conclure, qu'on peut pousser, améliorer, combiner, découper B en plusieurs morceaux, traiter les morceaux de manière différente. Donc je vais vous donner deux approches pour conclure. Mais la question que je pose, est-ce que sans hypothèse supplémentaire, j'ai une fonction propre dans L2 pour cet opérateur que j'ai indiqué? Lorsque je fais l'hypothèse que C tend vers l'infini en ce sens faible, je suis même prêt à mettre un sens un peu plus fort si ça vous fait plaisir. Ça, c'est vraiment un détail technique. Mais sans rien supposer d'autre que B est inférieur à C fois 1 plus X. Alors, je pense que c'est vrai, mais il y a une petite difficulté. Alors, je vais y revenir dans un instant. En fait, c'est probablement vrai en passant par l'infini. Mais il y a tout un travail à faire à l'infini qui me soucie. Donc, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir suffisamment. Comme de toute façon, il faudra que je refasse ça en plus précis dans le cas d'un potentiel qui ne tend pas vers l'infini à l'infini, pour l'instant, je vais me contenter de cas simples. Donc, premier cas, c'est que je fais une hypothèse qui va être que A moins 1 demi de B2 tend vers l'infini à l'infini. Même chose en dur, inf essentiel, ou avec la formulation mesure, etc. Alors, comment ça se passe? C'est que je fais... Ah oui, le 1,5, c'est peut-être pas 1,5. Hein, donc là, il y a un coefficient. Parce que comme j'ai mis 1,5 Laplacien, c'est 1,5 quand j'ai le Laplacien. Donc il n'y a peut-être pas de 1,5, c'est peut-être 2, j'en sais rien, on verra. Donc qu'est-ce que je récupère? Je récupère 1,5 de gradient UR carré. Je multiplie par UR, plus C fois UR carré, qui est égal à quelque chose de borné, donc c'est lambda 1R, borné, converge vers lambda 1. Et puis ce que j'ai, c'est moins B gradient UR. Donc je ne peux pas faire d'intégration par partie, parce que B, j'ai fait supposer aucune régularité. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est essayer de faire du Cauchy-Schwarz. Et donc, vous voyez, le A, c'est C. Vous voyez que ceci, je peux le majorer par 1,5 de gradient UR carré. Plus l'intégrale de B2. Donc, il y avait bien 1,5. Plus B2 sur 2, norme de B2 sur 2, fois UR carré. Bon. Et donc, ceci entraîne, comme C tend vers l'infini, en particulier c'est minoré, et donc ce que j'en déduis, c'est que l'intégrale de C moins 1,5 de B2 UR carré est inférieure à une constante, ce qui d'ailleurs au passage entraîne que l'intégrale de gradient UR carré est inférieure à une constante, et comme ceci tend vers l'infini, ça entraîne en fait que UR est compact dans L2. OK ?
Bon. Alors pourquoi l'intégrale gradient U carré? Parce que si ça c'est borné, ça veut donc dire que ça c'est borné, etc. etc. Bon. Ça veut dire que le C moins B est borné et donc le gradient UR carré est borné. De toute façon, ceci est minoré. C moins 1,5 de B2 tend vers l'infini et donc voilà. Ok, donc comme ça tend, donc on a les bornes grâce à cette hypothèse et on a la compacité grâce à cette hypothèse. Donc c'est juste Cauchy-Schwarz et le fait qu'on fasse sortir cette hypothèse. Bon. Une fois qu'on a la compacité dans L2, c'est fini parce que évidemment UR va converger vers un U à une sous-suite près. Il converge vers un U dans L2 qui est vers U, et ce genre d'argument vers un U qui est positif ou nul, qui est de norme 1, et qui va être dans H1 de RD, qui va être strictement positif, qui va résoudre A un U égale lambda 1 U, etc., etc. On a la compacité qu'on voulait. La compacité dans l'espace, on a choisi de travailler dans L2. Donc après, c'est mécanique. Ça converge dans L2, je passe à la limite, j'ai une solution, elle est strictement positive, elle est de norme 2, elle est strictement positive par le principe du maximum fort, etc., etc. On a une borne H1, donc elle est dans H1, la convergence est faible dans H1, en fait elle est forte dans H1, bon, etc., etc. U est assez régulier parce qu'il est dans W2P uniforme, quel que soit P, W2P log, pardon, à cause du B, W2P log, quel que soit P fini, etc., etc. Bon. C'est de la technique complètement classique de DP, je n'en dis pas un mot. Le truc essentiel là-dedans, c'est qu'on a gardé la norme L2, on a vérifié, on a éliminé le fait. Le seul danger qui aurait pu se faire, c'est que dès qu'on a la borne H1, ça converge faiblement dans H1 vers 0. Parce que dès que ça convergeait faiblement vers quelque chose de non nul, c'est gagné. Bon, là, j'ai même la compacité, donc je sais que ça converge vers quelque chose de non nul puisque je reste sur la sphère de L2. Mais en fait, et on s'en servira plus tard, ce qu'on veut, c'est que ça ne tende pas vers 0. Après, le reste, on s'en fout. Si on perdait de la masse à l'infini, on s'en fout. Mais là, grâce à un potentiel de confinement qui tend vers l'infini, ben vous voyez qu'on a remplacé les zones de niveau de l'énergie par une estimation d'énergie et qu'on s'est débrouillé pour dire que le terme du premier ordre, ben, il ne gêne pas trop par rapport au terme auto-adjoint qui était là, qui est celui dont on s'est servi tout à l'heure. On le domine. OK. Bon. Je vais faire un deuxième cas. Où je vais dire, maintenant, je peux faire une intégration par partie. Donc, je garde exactement la... Je garde... C'est un moins B, donc c'est un plus, excusez-moi, de l'autre côté. Je dis que ceci, c'est l'intégrale de B gradient UR carré sur 2. Et que donc, c'est moins divergence B UR carré sur 2. Alors, le deuxième cas, donc ça fait C plus divergence B. Oui, c'est ça. Le deuxième cas, ça veut dire que C plus divergence B tend vers l'infini. Pour pouvoir manipuler quelque chose comme ça, je suppose que B appartient à W1 log. Et ça suffit. Si ça vous embête, mettez W1 infini log, on n'est pas à ça près. Grosso modo, il faut qu'il y ait une dérivée pour pouvoir parler ne serait-ce que la divergence de B. Alors si je ne veux pas que la divergence de B existe, que je dis que la divergence B est dans L1 log, je peux dire au sens des distributions, divergence B est dans L1 log, bon. Il y a des problèmes de justification des intégrations par partie, je ne veux pas rentrer trop là-dedans.
Et à nouveau, si ça vous embête, W1 infini. W11, ça marche parce que je sais que les UR sont bornés dans L infini. Pardon? Il y a un... Ah oui, parce que c'est oui, c'est pas un demi de C2, c'est plus un demi de divergence B tend vers l'infini. Tout à fait. Bon. Et une fois que on a remplacé le 1 demi de B2 par moins divergence B, hein, c'est exactement la même démonstration. Donc vous voyez ce que je disais par rapport à découper en morceaux, c'est que vous pouvez dire que B c'est B1 plus B2 et que vous allez avoir C moins 1 demi de B1 carré plus 1 demi de divergence B2 qui tend vers l'infini. Ça marchera encore. Bon, c'est pas passionnant comme extension. Les véritables extensions, elles vont se passer quand je vais dire OK, ça peut coincer parce que le B devient grand. Et plus le B est grand, moins L2 est un espace naturel. D'accord? Parce que L2, c'est un espace naturel quand on est dans le cas auto-adjoint. Après, on a un opérateur elliptique et pourquoi L2 plutôt que L3,5, que L18 ou que L infini, on s'en fout un peu. L2, c'est important si on se sert de l'énergie. Ben là, quand on s'en sert, on tombe sur ces hypothèses. Ah. Et que L2, à la fin, sur la première fonction propre lorsqu'elle existe, qu'est-ce qui se joue? C'est dans le comportement à l'infini, en général, si vous avez des comportements à peu près raisonnables, quand vous dérivez, on cherche des trucs qui tendent vers zéro, quand vous dérivez, ça diminue d'un cran la régularité, la décroissance. Et donc, lorsque tout est régulier, là, vous avez une certaine décroissance multipliée par quelque chose qui tend vers l'infini. Ici, vous diminuez d'un cran et vous en rajoutez au plus 1. Et quant au Laplacien, ça devrait être beaucoup plus petit. Ouais. Ça, c'est vrai si on a des décroissances polynomiales. Mais si vous pensez à C qui est x carré et que vous prenez moins Laplacien, ben c'est la gaussienne qui est première fonction propre. Et avec les dérivées, la gaussienne, ce n'est pas vrai que la dérivée de la gaussienne, elle tend plus lentement vers 0 qu'il y a un x devant que la gaussienne. Donc, on sent bien que en même temps, si ça décroît très, très vite, c'est dans tous les LP. Donc, pour être dans L2, dans L infini et pas dans L2, il faut plutôt des décroissances polynomiales. On sent bien qu'on est très très loin de faire des démonstrations comme ceci. Mais ce que je veux indiquer, c'est qu'au fond, l'appartenance à L2, c'est une conséquence de tendre vers 0 et d'avoir une certaine équation. Et que dans l'équation s'entraîne une certaine décroissance qui, du coup, nous fait appartenir à des espaces. Le plus souvent, quand C tend vers l'infini, ça appartient à tous les espaces qu'on veut, parce qu'on a des décroissances exponentielles. Au moins exponentielles. Bon, donc, il n'y a aucune raison de se dire L2 est l'espace naturel quand on commence à avoir des B grands. Et le fait que B ne soit pas borné, hein, c'est toute la difficulté vient de là. Parce que si B était borné, on ne le voit pas, ça. Hein. Si B est borné, c'est automatique. Donc toute la difficulté, c'est qu'à l'infini, le B puisse être très grand. Ce qui veut bien dire qu'on est dominé par une équation d'advection. Auquel cas, L2 n'est pas naturel. Bon. Je vais parler de ne pas travailler dans L2 dans un instant. Auparavant, quid? Quid de la dualité et des hypothèses que je suis en train de faire?
Donc l'opérateur dual, A étoile, on va examiner ces deux cas. Moins 1,5 de Laplacien, plus divergence, B psi, plus C psi. Pour simplifier, je vais... Oui, c'est ça. Les signes sont importants là-dedans. Je vais supposer, peu importe le cas dans lequel je me trouve, je vais supposer que je suis dans le cas où j'ai le droit de parler d'une divergence. Donc, cela me fait B gradient psi plus C plus divergence B. Attention, là j'avais moins B et ici j'ai plus B. On voit que le premier cas, il passe très mal au dual. Parce qu'il n'y a pas de divergence dans le premier cas. Attention au dual. Alors, ce n'est pas très grave, parce que d'après les théorèmes abstraits, on sait qu'il existe une fonction propre pour le problème grâce à la compacité pour le problème dual. Mais ça montre que ces deux cas ne capturent pas bien ce qui se passe. Hein, c'est comme je disais, on peut découper, etc. Mais attention au dual, où on sait qu'il existe, mais ça ne se déduit pas de l'analyse. Ça se déduit de l'abcès abstrait et de la compacité. Bon. Alors, attention au dual, OK. En revanche, pour celui-ci, pour le dual, c'est OK. Donc, cette hypothèse d'intégration par partie est quand même plus cohérente, c'est assez logique, avec c'est un meilleur formalisme. Pourquoi c'est cohérent? Parce que c'est quoi? Le nouveau B, c'est moins B. Donc, j'ai un nouveau C qui est C plus divergence B. Ça, c'est mon niveau C. Et puis, j'ai plus 1,5 de divergence de moins B. On a changé les signes. Et donc, vous voyez que vous retombez sur la même hypothèse. Ça, c'est bon. Bon, si j'avais des B et des bêta, ça serait pareil. Hein. J'ai dit que ça s'adaptait facilement à des cas généraux. Ben oui, si j'avais des B et des bêta, je fais mes intégrations par partie et je les associe. Donc, la remarque, les DI, AIJ, DJ, ça ne change rien. Mais si vous avez moins B gradient U plus divergence de bêta U. Donc, quand on fait cette technique d'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous multipliez par U, donc ça vous fait divergence de BU2 sur 2. Et tandis que celui-ci, ça vous fait, première intégration par partie, moins bêta U gradient U, qui est moins bêta gradient de U2 sur 2, et ça vous fait plus divergence bêta de U2 sur 2. Donc à quelques erreurs de calcul près, c'est divergence B plus divergence de bêta qui apparaît. Et là, on voit que comme la dualité, c'est d'échanger bêta et B, on voit bien que des hypothèses sur C, donc l'hypothèse qui correspond à dire C plus 1,5 de divergence B plus 1,5 de divergence bêta tend vers l'infini, c'est une hypothèse qui marche aussi bien pour l'opérateur que son adjoint. Donc le deuxième cas est plus satisfaisant du point de vue de la dualité. Il n'en demeure pas moins qu'il fait jouer un rôle anormal à l'énergie. Et que lorsqu'on a un opérateur B gradient U, ça devient assez naturel de dire que le bon espace c'est l'infini. Et après, on se débrouillera pour vérifier que s'il y a une fonction propre dans l'infini, elle décroît vers 0 à l'infini. Lorsque B est borné, on a déjà expliqué qu'il n'y avait plus aucun problème. Donc je dirais que le principal intérêt du premier cas, c'est de dire B borné. Parce que c'est un cas raisonnable.
et qu'on a un potentiel de confinement à un cas B borné, résolu. Quand B peut croître, a une croissance au plus linéaire, ben ça c'est un résultat, mais le plus satisfaisant c'est quand même celui-ci. Alors, attaquer l'infini, j'en parlerai plus tard. Dans le temps qui me reste, je vais monter dans les LP. Étant entendu que je veux aussi me permettre de descendre dans les LP. Pourquoi? Monter dans les LP, ça devrait réduire des hypothèses sur B, mais les accroître sur bêta, parce que B et bêta jouent un rôle différent. Donc, je vais commencer avec B et jouer sur LP, puis j'expliquerai qu'est-ce qui se passe lorsque je mets B et bêta, de façon à vérifier que tout ce qu'on raconte passe bien avec la dualité. Et on a vu qu'au fond, il s'agissait de récupérer un peu de compacité par des identités, que donc dans LP, on sait ce qu'on va faire. Donc je suis toujours avec l'opérateur moins 1,5 Laplacien moins B gradient plus C. Dans un instant, je rajouterai plus divergence de bêta. J'ai créé des solutions UR dans une boule de rayon R et je fais tendre R vers l'infini. Maintenant, je vais oublier le R. Je veux travailler dans LP. C'est-à-dire que je normalise, et pour l'instant, je prends P compris entre 1 et l'infini. Je le répète, les histoires et l'infini, je les mets de côté. Parce que là, on sera vraiment très, très éloigné de méthodes basées sur l'énergie et variationnelle. Je normalise la norme LP pour qu'elle fasse 1. Et travailler dans LP, ça veut dire qu'implicitement, sur l'opérateur adjoint, je suis dans LP'. Donc si P grandit, l'autre, il se rapproche de 1. J'ai lambda 1 au second membre, j'ai un AU égale lambda 1U. Il y a des R partout, il y a la troncature, ça pourrait être, comme lorsque je travaille dans mon K0, des epsilon, je suis à lambda 1 moins epsilon, j'ai un U epsilon qui résout avec un petit reste, etc., etc. Je simplifie, je mets A 1U égale lambda 1U. Plus des chouïas que j'élimine. Et j'enlève le R au-dessus pour que les choses soient bien claires. Bah, il est clair que, et le U est strictement positif, hein, il est clair que pour gérer la norme P, j'ai envie de multiplier par U puissance P-1. De sorte qu'au membre de droite, j'aurai lambda 1. C'est le multiplicateur de Lagrange, je teste la contrainte avec le bon multiplicateur. Qui est essentiellement le vecteur normal qui appartient au dual. Hein. Bon, donc très très naturel. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait P-1 intégrale de gradient U carré UP-2. C fois l'intégrale de UP, ça c'est fait pour. Avec un C qui tend vers l'infini. Et puis au milieu, j'ai un B gradient U, UP-1. Pour l'instant, je n'ai rien fait. Alors, si je veux travailler comme précédemment, l'intégrale de CUP dans le premier cas, je l'écris l'intégrale de C de UP sur 2 au carré.
Gradient U carré, P-2, j'écris sur 2, j'écris ça comme P sur 2 moins 1 au carré. Le P sur 2 moins 1, je le regroupe avec le gradient U. Et donc, cela vous fait gradient de U puissance P sur 2 carré. 4P-1 sur P2. Ça, c'est le premier terme. Ça, c'est le troisième terme. Quant à celui-ci, je veux jouer le même rôle, donc je mets un UP sur 2, puis un UP sur 2. Et je vois que le terme qui est ici, c'est un B. C'est un gradient de UP sur 2, B UP sur 2, et j'ai un 2 sur P qui est là. Bon. Est-ce que c'est vrai, ça a l'air à peu près correct, ça? Je ne garantis pas totalement tous les calculs, mais enfin, pour l'instant, ça doit être à peu près correct. Et puis celui-là, j'essaie de lui faire du Cauchy-Schwarz. Alors peut-être c'est quand même plus simple de tout multiplier par 2 sur P. Donc 2 sur P, et ici j'ai P sur 2. P-1 sur P. Et donc vous voyez qu'on est en train de gagner, hein, parce que tout à l'heure j'avais un demi, il me manque que j'ai oublié le 1,5 du Laplacien. Le 4 c'était le carré du P sur 2, le P2 c'était bon, P-1 c'était la première dérivée, et il me manquait le 1,5. Donc tout à l'heure j'avais 1,5. Et là, j'ai P-1 sur P, mais quand P tend vers l'infini, c'est toujours proche de 1,5. J'ai très peu perdu ici. Là, j'ai exactement les mêmes termes qu'avant, mais là, j'ai gagné un P sur 2. OK? Et donc, vous voyez que si vous faites maintenant un Cauchy-Schwarz, oui, vous en déduisez donc que P sur 2, l'intégrale de C U P sur 2 au carré est majorée par l'intégrale de B au carré, toujours. U, donc je vais arrêter de mettre UP sur 2 au carré, c'est U puissance P. U puissance P. Et le tout est multiplié par une constante qui est quoi? Donc les 1,5, ils n'y sont pas, mais il y a un P sur P-1. Ah, ouais, je crois bien, c'est 1 sur alpha et puis plus alpha. Donc là, a priori, c'est correct. Juste, mais je n'avais pas un quart tout à l'heure, donc il y a un truc qui me turlupine avec pour P égale 2, c'est pas correct. Ah oui, mais j'avais pas ce demi, là, je ne sais pas d'où il est sorti. Là. OK. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? UP-1, c'est un facteur 2 près, mais c'est un peu idiot quand même d'avoir des constantes qui ne sont pas bonnes. Le problème, c'est que j'ai fait le calcul trop vite. Ça fait gradient de UP sur 2. Donc ça me fait sortir un 4 sur P2. Ça, c'est correct. Et j'ai 1 sur... Ah oui, 4 divisé par 2, ça fait 2. Voilà. 2P-1 sur P. OK. Ah, mais pourtant, j'ai multiplié par P sur 2. Alors, dans le cas où P égale à 2, c'est bon. Et ici, j'avais 2 sur P. Je reviens au truc que j'avais, et je veux simplement être sûr. Donc, dans le cas P égale 2, ça fait 1. Dans le cas P égale 2, ça ne fait pas ce que je veux, parce que ça fait 1 et je devrais avoir 1,5. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? Donc j'ai 1,5, je vais trop vite. 4 sur P2, P-1. Je ne comprends rien à mes constantes.
Donc je retrouve 2 sur 2p-1 sur p2. Donc est-ce que là c'est meilleur? Oui, c'est ça. Ouf! Et puis après, j'ai multiplié par p sur 2, donc ça c'était OK. Et p sur 2, je reprends, pardonnez-moi, je reprends le calcul, p sur 2 et 1. Donc c'était correct. Mais simplement, cette formule n'était pas la formule que j'avais écrite, puisque j'ai multiplié par... OK, alors p sur 2 intégrale de c up, OK, majoré par b carré up. Et j'ai quoi? J'ai un 1,5, ça c'est AB inférieur à 1,5 de A2 plus B2. Et le gradient UP sur 2, c'est bon, il est affectif de P-1P, et donc j'ai 1,5 de P sur P-1. Est-ce que c'est... Non, c'est pas correct ça. Parce que c'est 1 sur alpha plus alpha. Si, c'est ça, c'est correct. Bien. Les P sur 2 se virent, et donc dans l'analogue du premier cas, c'est maintenant que C c'est C-1 sur P-1, ouais, B2. J'avais 1,5 de B2 tout à l'heure ou pas? Hein? Ouais. Donc c'est cohérent. Donc le premier cas, c'est C-1 sur P-1 de B2 tend vers l'infini. Donc quand P tend vers l'infini, cette hypothèse devient de moins en moins forte. Hein, ce qui est complètement cohérent avec l'intuition que j'étais en train d'essayer de créer. En revanche, ça ne marche pas du tout en passant à l'adjoint. Ça ne marchait pas dans L2, ça ne va pas marcher dans LP. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en travaillant dans LP, et puis après c'est la même chose. Hein. Si ça tend vers l'infini, je vais avoir compacité dans LP. Si j'ai compacité dans LP, je converge, j'ai exactement le même argument. Deuxième cas. Alors, je répète, deuxième cas. J'ai 2p-1 sur p2, intégrale de gradient up sur 2 carré, plus c fois l'intégrale, plus c fois intégrale de up, et j'ai moins gradient, moins l'intégrale de b gradient up, oui, c'est ça, j'ai multiplié par up-1, hein, up sur p. Je fais l'intégration par partie. Ce terme-là, on s'en fout. Et on voit que ces deux termes, les deux termes qui sont ici, ils me donnent C plus 1 sur P divergence B. Donc là aussi, en travaillant dans LP, j'ai une hypothèse plus faible qui est C plus 1 sur P divergence B. Donc, dans le premier cas, que je sois dans L2, dans LP, bah, évidemment, ça marche si C tend vers l'infini, si B est borné. Dans le deuxième cas, ça marche si C tend vers l'infini, de manière très très violente, si divergence B est bornée. Alors, divergence B est bornée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flot déterminé du champ de vecteurs, il est à compression ou expansion bornée. Le taux de compression qui est donné par la divergence est borné, ou le taux d'expansion est borné. Ce qui, dans la dynamique pour créer des fonctions propres, c'est pas idiot que ça joue un rôle. Donc, sous la première hypothèse, on a un premier théorème, c'est que sous la première hypothèse, P égale 2, ou sous la deuxième hypothèse,
Il existe une unique première valeur propre, première fonction propre qui est dans L2. Sous ce deuxième lot d'hypothèses, le théorème, c'est, que je n'écris pas, qui est C plus 1 sur P divergence B tend vers l'infini. On a la même chose dans LP. Alors, regardons le dual. Ce qui d'ailleurs, pour l'unicité, il faut quand même que j'explique des petites choses après. Hein. Mais ça sera ça le théorème final. Pour le dual, il faut faire un tout petit peu attention, parce qu'on a vu que lorsqu'on faisait le passage au dual, on remplace, on est dans LP', donc P est remplacé par P', C est remplacé par C plus divergence B, et B devient moins B. Donc je teste l'hypothèse pour le dual avec mon nouveau C, mon nouveau P, mon nouveau B. Mon nouveau C, c'est C plus divergence B. Mon nouveau P, c'est 1 sur P'. Et mon nouveau B, c'est moins B. Ça fait divergence de moins B. Ben, vous faites le calcul, et ça fait C plus 1 sur P divergence B. Donc c'est la même hypothèse pour l'opérateur primal et pour l'opérateur dual, alors que dans un cas on travaille dans LP, dans l'autre cas on travaille dans LP'. Et donc on a existence d'un U positif tel que AU soit égal à lambda 1U, U dans LP, U strictement positif, et il existe un psi strictement positif dans A étoile psi égale lambda 1 psi, avec psi dans LP'. Mais c'est la même hypothèse. Alors que dans le premier cas, évidemment, c'était déjà le bordel pour P égale à 2, donc vous imaginez que ça ne va pas s'arranger là. OK. Et c'est assez satisfaisant. Ça veut donc dire que si on se rapproche du couple L infini L1, les hypothèses sur la divergence disparaissent. Ça veut dire que le terme du premier ordre ne joue plus aucun rôle. Bon, on sent bien quand même que si c'était ça, on ne verrait même pas la croissance linéaire, donc on pourrait prendre des B explosives. Donc il y a quand même si formellement pour P à l'infini, il n'y a plus rien, c'est uniquement le potentiel confinant, bah, si j'ai des trajectoires qui partent à toute allure à l'infini, c'est quand même un peu problématique. Donc, pas tout à fait clair qu'on puisse faire ça sans hypothèse. Donc L1 et l'infini, ça nécessite un traitement spécifique qui se rapproche de l'ergodicité. Parce que dire qu'un processus est ergodique, c'est prendre, il n'y a pas de potentiel de confinement, il n'y a rien. Mais c'est dire que AU est égal à 0, ben, c'est le théorème de Perron-Frobenius. Hein, c'est les états constants, la première valeur propre c'est 0, et les états constants, c'est-à-dire la fonction qui vaut 1, est fonction propre. Ben, c'est le cas lorsque vous prenez moins 1,5, moins B gradient dans l'espace tout entier, 1 est première fonction propre. Donc la question c'est est-ce que c'est la seule ? Et c'est ça l'ergodicité. Dire que c'est la seule, c'est cousin germain de l'ergodicité. Hein. Et le problème dual, il est assez naturellement dans l'espace des mesures, mais comme on a la régularité, c'est dans L1. Hein, c'est la mesure invariante. Donc, lorsque j'ai un potentiel qui tue, comme le C, lorsqu'il confine, c'est un cas extrême. Mais lorsqu'il tue, c'est une question qui est cousine germaine de la question d'ergodicité que j'ai traitée en détail il y a 3 ans, ou je ne sais plus combien d'années. Bon. Donc c'est pour ça que le couple L infini L1, je veux vraiment le traiter à part. Et que donc il va falloir quand même se méfier. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça?
c'est qu'il faut quand même se méfier terriblement de ce qui paraît anodin, qui est de dire on choisit un espace. C'est à prendre avec des pincettes. Je conclus avec deux petits points le cours aujourd'hui, et on aura fini le confinement. On aura vu quand même des vrais résultats qui, à mon avis, ne sont pas dans la littérature, en tout cas pas dans la littérature que je connaisse. C'est de dire comment tout ceci s'adapte lorsque je rajoute le terme en plus divergence, qui est une bonne manière de tester la dualité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le plus divergence? On multiplie par UP-1. Donc j'ai un moins bêta P-1 U gradient U UP-2. Et ceci, je l'écris comme moins intégrale de bêta P-1 sur P de gradient de UP. Et donc, en intégrant par partie, ça me fait plus, je n'écris que les termes nouveaux, P-1 sur P, c'est-à-dire 1 sur P', divergence de bêta UP. Et là, ça devient beaucoup plus transparent, parce que donc ça, c'était invariant par dualité, mais dans le cas où on a P et bêta, quand on a B et bêta, j'ai C plus 1 sur P divergence B, plus 1 sur P', P-1 sur P, divergence bêta. Tout à l'heure, on avait 1,5, et maintenant, on associe. Et ça, comme on échange juste bêta et B en passant au dual, on voit tout de suite que c'est invariant par dualité. Et donc là, on a une jolie hypothèse qui donne exactement cette conclusion avec un opérateur assez général. Maintenant, vous enlevez le moins laplacien, vous mettez un DIJ-IJ, uniformément elliptique dans RD, exactement pareil. Rien de changé. C'est exactement pareil. Simplement, je me suis simplifié la vie en notation. À aucun moment, je ne me suis occupé du laplacien précisément. Il faut néanmoins normaliser les choses, c'est-à-dire que le nu, c'est AIJ, je le prends égal à 1, toujours par scaling. Donc ça, c'est AIJ supérieur à l'identité. Oui, alors un demi, tu as tout à fait raison. Bien. Et donc, avec un potentiel de confinement, on a fait l'analogue du théorème dans un domaine borné avec des B, bêta et un terme d'ordre 0. Mais vous voyez que le potentiel de confinement, il faut les termes du premier ordre gênent un peu. Alors, maintenant, si vous voulez une fonction propre et que les B et les bêta sont bornés, ça devient beaucoup plus simple. Ou que les divergences sont bornées, tout devient beaucoup, beaucoup plus simple. Une divergence non bornée, c'est clair que ça peut poser des petits problèmes. L'unicité, alors là, je vais aller vite et vous libérer. Je vais faire dans L2 croix L2, parce que c'est exactement pareil dans LP croix LP-1, LP', pardon. Donc, UV, deux solutions. Psi, la solution du problème adjoint. Tout le monde est strictement positif. Et ils sont tous dans L2. A, racine de UV, est toujours égal à la même chose, qui est un quart, parce que j'ai pris un demi. Ah ouais, mais comme j'ai un demi, ça doit être un huitième.
un demi-Laplacien. Bon. Ça, c'est à cause du 1/2 du Laplacien. Je pense qu'il y a un 1/8 qui sort. Que je crois que le 1/4, c'était associé au Laplacien. Ouais, ça paraît logique, parce que si c'est un Laplacien, il y a la racine carrée, et il faut que je dérive deux fois la racine carrée, donc c'est 1/4. Donc 1/8 de racine de UV fois gradient de log de U sur V carré. Et j'ai A étoile psi égale lambda 1 psi. Là, tout étant strictement positif, tout ayant une certaine régularité, ou simplement même dans le cas auto-adjoint, le fait d'être dans H1, je peux justifier toutes les intégrations par partie sur des boules. Sur Rn directement, c'est un peu compliqué. Bon. Néanmoins, quel est le terme compliqué? C'est le terme en B gradient, parce que le Laplacien, c'est dans H1, j'ai la dualité dans H1. Le Laplacien, c'est OK. Le terme en C, c'est un opérateur de multiplication. Lui, il ne pose aucun problème d'intégration par partie. Donc la seule difficulté c'est la manipulation de termes B gradient de racine de UV fois psi, que je veux intégrer par partie. OK? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que ceci est égal à moins divergence B, racine psi, racine de UV? Bon, alors, le plus simple, hein, je vous fais des histoires simples. Donc, vous prenez des fonctions cutoff, c'est standard. Hein, et parce que vous avez la croissance au plus linéaire, c'est standard. Et je vais vous montrer où la croissance linéaire joue. Donc, c'est 1 sur R qui de x sur R, où qui est une fonction qui vaut 0 sur la boule de rayon 1, qui, entre la boule de rayon 1 et 2, fait une transition douce jusqu'au niveau, c'est le contraire d'ailleurs. J'ai une fonction qui vaut 1 sur la boule de rayon 1, qui, en dehors de la boule de rayon 2, vaut 0, et fait une transition douce entre le 0 qui est là et le 1 qui est là. Bien. C'est plutôt plus confus qu'autre chose. Etc., etc. Bon, vu mes capacités extraordinaires en dessin, je vais m'arrêter là. Donc, et simplement indiquer quoi? Que dans le terme d'intégration par partie, quand vous prenez qui RB gradient W fois psi, quand vous êtes intégré par partie, c'est quand vous faites taper le gradient sur la fonction cutoff. Donc vous voyez que ce que vous avez, c'est un B. C'est qui il n'y a pas de 1 sur R devant. Je veux que ça vaille 1 sur la boule de rayon R et 0 en dehors de la boule de rayon 2R. Donc vous voyez que le terme que va créer le cutoff, le terme supplémentaire, ben, c'est du racine de UV et c'est du psi. Pour le Laplacien, il faut aussi faire ça. J'ai dit que c'était automatique. Non, parce que racine de UV n'est pas dans H1. Mais c'est quand même plus simple, parce que ce que vous allez avoir, c'est des termes qui sont du style
Bon, je parlerai du Laplacien dans un instant. Bon, ça ne présente aucune difficulté parce que B est à croissance au plus linéaire et gradient qui R, c'est majoré par 1 sur R, une constante fois la fonction indicatrice de x qui est compris entre R et 2R. Et B est majoré par C fois 1 plus R. Donc R par 1 plus R, ça fait C borné. Donc tout ceci est majoré par une constante C0 fois la fonction indicatrice de x inférieur à R, y compris entre R et 2R. Ça, c'est dans L2, ça, c'est dans L2, le produit est dans L1, et donc je suis en train d'intégrer une fonction dans L1 sur un ensemble qui disparaît, et donc ça tend vers 0. Cette intégrale. Pour le Laplacien, il faut aussi faire la même chose, c'est multiplié par chi r psi. Et donc, le Laplacien, vous le faites taper sur chi r psi, et vous avez deux termes qui apparaissent. Il y a un racine de UV Laplacien chi r psi, qui est encore plus simple que celui-ci, parce que maintenant vous avez du 1 sur R2, en dérivant deux fois. Et puis vous avez un racine de UV, un gradient chi r qui est du 1 sur R, et un gradient psi. OK ? Il n'y a pas de racine de UV. Il n'y a pas de gradient dans la racine de UV. J'ai tout intégré par partie. Donc, vous voyez ce qui se passe. Le gradient qui R, c'est à nouveau du 1 sur R. Le gradient psi est dans L2, le gradient UV est dans L2. Puisque quand je dis que je suis dans L2, j'ai automatiquement des fonctions dans H1. C'est ça que j'ai démontré. Donc, les U psi, les UV psi, ils sont dans H1, et pas uniquement dans L2. Dans LP, attention, c'est UP sur 2 qui est dans H1. Ce n'est pas U qui est dans W1P. Donc en fait, ce terme-là, c'est encore plus simple, parce que ça c'est dans L2, ça c'est dans L2, et là j'ai du gradient qui est R. Donc vous voyez que la croissance au plus linéaire, c'était le cas le plus délicat. En fait, si j'avais des coefficients qui dépendent de x, je pourrais leur permettre des croissances. Et le type de croissance, c'est également des croissances, et fondamentalement, il faut travailler un peu plus ici, mais c'est des croissances au plus quadratiques. Parce que dans le Laplacien qui R, j'ai du 1 sur R2. Bon, ça, pour le coup, je m'en fous vraiment. À part que si vous prenez, je ne sais pas, un truc style un log normal ou un truc comme ça, vous avez un sigma de x qui est linéaire en x et le AIJ, il est quadratique. Mais c'est OK. Les problèmes à l'infini ne sont pas, lorsqu'on a des hypothèses naturelles sur la dynamique qui est sous-jacente, donc de croissance naturelle, et la croissance littérale, c'est que les sigma, c'est-à-dire les AIJ, le sigma au plus linéaire, AIJ au plus quadratique, et B au plus linéaire, c'est ce qu'on a supposé. Lorsqu'on sort de cela, on rentre dans des régimes plus singuliers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais ça veut dire que ça, je le mets de côté, je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc, on a illustré quoi aujourd'hui? On a illustré que, bon, là, en passant, par exemple, à la troncature géométrique, mais en fait, on aurait pu travailler directement avec le K0 dans L2, dans LP, on obtient des résultats avec un potentiel de confinement pour des opérateurs elliptiques sous forme divergence généraux, avec une question, qu'est-ce qui se passe quand P tend à l'infini? Et on voit que si au lieu de travailler dans L2, où tout se passe très bien, mais on a des hypothèses assez fortes, en travaillant dans LP, ces hypothèses s'atténuent. Vous voyez qu'il ne faut quand même pas trop rêver, c'est que ça s'atténue si on est sur le problème dual, primal. Sur le problème dual, quand P tend vers l'infini, 1 sur P', ça tend vers 1. Mais c'est normal, ça. Parce que la divergence bêta, au niveau de l'équation U, vous êtes en train de mélanger deux équations. C'est l'équation pour les probabilités de transition et les équations sur la loi. Et l'une est conservative et l'autre est écrite sous forme convertible, c'est la divergence. Et quand vous écrivez le B et le bêta, vous prenez des deux. Donc vous n'avez le comportement ni de l'une ni de l'autre. Mais si je vire le bêta, que je garde que le B et que je fais tendre P vers l'infini, est-ce que je vais pouvoir mieux comprendre que ce que j'ai fait aujourd'hui
le cas L infini, donc L1 pour psi, avec juste un B, un opérateur dans lequel il n'y a pas de bêta. Ça, on le reverra dans un cadre plus général, puisque je n'aurai même plus un potentiel de confinement, mais un potentiel qui tend, disons, vers une constante à l'infini, que je vais prendre 0. Là, la constante, c'est plus infini. Mais après, je vais prendre des potentiels qui tendent vers une constante. Bon. En physique, évidemment, tous leurs potentiels tendent vers 0. Donc on est plus dans le cas où le potentiel tend... Ils ont éventuellement des singularités, mais les singularités avec les Laplaciens, c'est un détail. Ça, c'est... je vais ignorer les généralisations où on remplace l'infini log par des espaces LP convenables. C'est pareil, c'est juste un peu technique. Voilà, donc c'est pas mal d'arrêter là avant Noël, parce qu'on aura fait, je dirais, on aura mis en place l'aspect abstrait, on aura commencé à voir comment on déduit des résultats, comment la machine s'implémente sur des problèmes relativement simples avec compacité. Ce que je vais faire à la rentrée, ça sera de continuer avec le potentiel de confinement, mais de rajouter des opérateurs de saut et de virer le Laplacien. Donc d'atténuer le Laplacien. Et après, je conclurai avec des potentiels qui tendent vers une constante à l'infini. Voilà. Sur ce, je vous... bonnes fêtes étranges, masquées, soyez prudents. Ne ramenez pas le virus au Collège de France le premier vendredi du mois de janvier. Donc faites attention à vous, et comme vous êtes beaucoup plus jeune que moi, faites attention à vos aînés. Bon, allez, on arrête là, c'est bon.